Bonjour. Vous possédez à présent les principales informations concernant cette trahison militaire. Vous aurez compris que le plan Manstein était une fumisterie, uniquement destinée à couvrir les trahisons prévues par Hitler en donnant une impression de puissance et de rapidité, donc de défaite inéluctable. Soit un autre pilier de la religion d'État. Vous avez également compris que parce que la version officielle fut écrite à deux mains, côté français, les comploteurs devaient tout au contraire présenter une armée française mal équipée, un général en chef totalement inconscient et un plan de deal conçu par une équipe de débiles qui n'aurait tenu aucun compte des centaines d'informations croisées obtenues de leur service de renseignement. Il ne sera donc pas utile de revenir en détail sur toutes les trahisons subies par le général Gamelin après le sabotage de son piège sur la Meuse. Le principe est acquis, vous avez admis qu'il y a bien eu trahison et vous savez que vous pourrez en obtenir toutes les preuves en vous penchant sur les ouvrages des historiens révisionnistes. Dans ce 7e film, je me contenterai donc de résumer de manière très succincte les autres plans mis en œuvre par le général Gamelin jusqu'à son limogeage le 19 mai, soit au 10e jour de la bataille. Commençons par le premier, que j'appelle plan numéro 2. Revenons donc au matin du 14 mai, lorsque le généralissime comprend que le fond de la Nasse, sur la Meuse, de Sedan, Dinant et Givet, a été percé. Ce jour-là, il ne peut encore être certain qu'une trahison aurait été à l'origine de cette percée miraculeuse. Pourtant, côté comploteur, la partie n'est pas jouée pour autant. En effet, les colonnes du général von Kleist sont toujours en grand danger, puisque, d'une part, il reste 2 divisions cuirassées au sud qui peuvent remonter au nord pour leur barrer la route. D'autre part, leurs faibles têtes de pont sur la Meuse peuvent être attaquées par les 3 armées du Rhin, stationnées en Alsace et en Lorraine sur la ligne Maginot, celle initialement prévue pour attaquer en Rhénanie. Enfin, le puissant front sur la Dyle reste intact. Il constitue un barrage infranchissable face au groupe d'armées du général von Bock. Protection solide qui pourrait permettre au général Gamelin de faire descendre ses troupes les plus mobiles et les plus puissantes, celles initialement prévues pour attaquer à hauteur de la trouée de Gembloux, ce qui lui permettrait d'attaquer von Kleist depuis le nord. La manœuvre générale étant de pincer les 10 divisions de Panzer à la sortie des Ardennes entre les 2 divisions cuirassées attaquant du sud et les 3 divisions de chars stationnées dans le camp fortifié d'Anvers, celle qui était prévue pour la contre-attaque sur Gembloux. Le danger est donc grand pour von Kleist de se retrouver écrasé entre les 2 mâchoires de la tenaille venant à la fois du nord et du sud. Voyons maintenant comment les comploteurs vont contrer ce plan numéro 2. Premier mouvement. Nous sommes le 14 mai au soir. Le général Georges et son délégué sur le front du Nord, le général Billotte, prennent la décision d'effondrer le front sur la Dyle. Ils en ordonnent la mise en œuvre pour le 15 à 2 heures du matin. Pendant ce temps, le général Gamelin ne sait toujours pas que la première division cuirassée du général Bruneau a été abandonnée seule à l'avant du nouveau front, suite à la trahison du général Martin qui a abandonné la contre-attaque ordonnée par Corap le 14 au matin. Il dort sans se douter de rien. Second mouvement. Gamelin est réveillé à 5 heures par le général Georges qui lui annonce enfin toutes les décisions prises depuis la veille, 20 heures. D'abord par le général Martin, puis par lui et le général Billotte. Immédiatement, le généralissime réagit et interdit à Georges de poursuivre la manœuvre. Il lui ordonne au contraire de rester sur place sur la ligne de Dyle et de faire descendre la 7e armée avec ses troupes d'élite portées et les 3 divisions de cavalerie comptant les meilleurs chars du monde, les Saumua, pour pincer les panzers à la sortie des Ardennes.
Puis il va rendre compte de la manœuvre à son ministre de la guerre, Édouard Daladier. Les deux hommes conviennent de se retrouver chez le général Georges à 10 heures du matin pour faire le point. Le temps pour Daladier d'aller rassurer le président du Conseil, Paul Reynaud. Troisième mouvement. En arrivant chez Georges, le lendemain matin, les deux hommes vont apprendre, premièrement, que la division cuirassée est vraisemblablement perdue. Deuxièmement, que Georges, au lieu d'obéir aux ordres, a confirmé l'abandon de la ligne d'Isle et que la manœuvre est maintenant en cours depuis 8 heures. Il est donc hors de question de revenir en arrière. Le prétexte invoqué par Georges? D'abord, la brèche faite à Sedan, donc non sans absolu, mais que vient conforter son chef des renseignements, le commandant Baril, qui va alors affirmer devant Gamelin et Daladier que les Allemands disposeraient soudain de 7 à 8 000 chars. Sur le triple de ce qu'ils alignent effectivement, sans compter les pertes considérables déjà enregistrées dans leur rang. Devant ce mensonge énorme, et suite à cette trahison patente du général Georges, Daladier et Gamelin conviennent de le limoger à la première occasion. Pourquoi pas tout de suite? Tout simplement parce qu'il est très populaire et que dans cette ambiance de trahison, ils ne savent pas ce que ce limogeage pourrait provoquer chez les comploteurs. Ils décident donc d'attendre que Georges commette une autre erreur, plus flagrante encore. Ce qui nous amène au sabotage du troisième plan concocté par le général Gamelin pour répondre à ces deux premières trahisons. Nous sommes toujours le 15 mai. En Belgique, les Alliés reculent jusqu'au fleuve Escaut. Le général von Bock se contente de les suivre sans les presser. De toute façon, la plupart de ses chars ont été détruits et il n'a plus les moyens de lancer une attaque puissante. Il va donc gentiment accompagner les Alliés dans leur recul. Au sud, en France, les colonnes de Panzer se dirigent plein ouest vers la mer. Mais face à eux, un autre barrage naturel puissant. La Somme, la Sambre, le canal de la Sambre, et enfin l'Oise. Gamelin décide d'y envoyer toutes les réserves disponibles, en particulier celles toujours stationnées sur la ligne Maginot et qui étaient prévues pour attaquer depuis l'Alsace et la Lorraine. Il dispose également des 2e et 4e divisions cuirassées. Il va donc envoyer à partir du 15 mai toutes ses forces sur cette ligne partant de Valenciennes pour arriver à hauteur d'Amiens sur la Somme. Ce nouveau front sera à peu près constitué le 17 mai, lorsque Guderian et Rommel arriveront devant l'obstacle. Je vous passe les détails. Venons-en plutôt à la manière dont ce front va être franchi, pratiquement l'arme à l'épaule, par les Allemands. Nous sommes le 18 mai, alors que les Français sont parvenus à constituer un front solide. Une des divisions, qui aurait dû se placer à hauteur de Saint-Quentin, n'avance pas. Contrairement aux ordres formels donnés par Gamelin, elle obéit à ceux donnés par le général Billotte, donc à ceux de Georges, qui lui enjoignent de rester au sud de la Somme, donc face au nord, au lieu de se placer face à l'est, pour défendre Saint-Quentin. C'est par cette brèche que Guderian va pouvoir se faufiler et franchir le canal, puis prendre la ville sans pratiquement tirer un coup de fusil. Puis au nord, le général Rommel sera tout aussi avantagé par les faits du compte, puisque d'autres divisions d'infanterie et régiments de chars recevront également de semblables ordres de retrait. Quant au général Priou, qui avec ses 3 divisions de chars Saumur attendait de pouvoir se précipiter au sud pour refermer les mâchoires du piège, il est toujours coincé dans le gigantesque embouteillage provoqué par l'ordre d'effondrer la ligne d'Isle. Enfin, ultime phase de la trahison du 18 mai. Dans la nuit du 18 au 19, le général Georges, toujours à l'insu de Gamelin, donne l'ordre
d'évacuer ce qu'on appelle le corridor des Panzers. Donc toutes les troupes qui faisaient encore face à l'Est pour protéger la ligne Valenciennes-Amiens. Cet ordre, qui porte le numéro 102, sera invalidé par le général Gamelin le lendemain matin. Et nous verrons dans un prochain film comment cette dernière tentative désespérée du généralissime sera à son tour sabotée, puisqu'aucun ordre qu'il donnera à compter du 19 mai ne sera exécuté. À bientôt, donc, peut-être, si les grands censeurs nous laissent la parole.